Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour la deuxième partie d'une vidéo que vous avez particulièrement appréciée et qui est sortie il y a de cela quelques mois et qui s'intitulait « Les 25 ouvrages que vous devez absolument lire avant de mourir ». Mais avant de commencer, il convient de poser un avertissement. J'ai fait une liste de 100 ouvrages que vous devez absolument lire, que ce soit des romans, des essais ou bien même des enquêtes de journalistes. Vous êtes en train de regarder le second épisode d'une série de 4 vidéos. Mais forcément, à la fin, il va y avoir des absents, aussi bien au niveau des auteurs que certains classiques de la littérature, parce que c'est une liste non exhaustive. Je ne peux malheureusement pas mettre tout le monde. Par exemple, si à la fin de ces 4 vidéos, il n'y a pas Les Misérables de Victor Hugo, ça ne veut pas dire que je considère Les Misérables comme un roman de gare qu'il ne faut pas lire du tout. Ça, c'est complètement faux. C'est qu'il a fallu faire des choix et je m'excuse par avance s'il n'y a pas la présence de certains de vos auteurs favoris ou de certains classiques de la littérature française ou étrangère. De plus, j'ai fait le choix de ne pas remettre dans cette liste des ouvrages que j'avais déjà analysés sur la chaîne YouTube. Par exemple, l'un de mes romans préférés, c'est Crimes et Châtiments de Dostoïevski. Il ne figure pas dans cette liste des 100 livres que vous devez absolument lire, parce que je l'ai déjà traité sur la chaîne YouTube, et pour moi, vous devez le lire, enfin, c'est une référence, c'est un monument. Donc, dans ces listes-là, il y a surtout des ouvrages inédits qui n'ont jamais été abordés sur la chaîne YouTube. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer les barons. Dans les forêts de Sibérie et Bérésina de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, c'est un auteur que j'affectionne particulièrement parce que pour moi, il apporte quelque chose à la littérature française contemporaine et parce que j'aime beaucoup les récits de voyage. Ce qui est bien avec Sylvain Tesson, c'est que il ne raconte pas seulement certaines expériences qu'il a vécues. Il y a toujours une dimension philosophique, métaphysique, symbolique, voire même politique dans ses écrits. Par exemple, à la fin de Bérésina, il rend un hommage poignant aux soldats de Napoléon. J'ai beaucoup apprécié dans les forêts de Sibérie où Sylvain Tesson a décidé de passer 6 mois de son existence dans une cabane dans les bois à côté du lac Baïkal en Russie. Pourquoi je vous conseille cette lecture? Parce que déjà c'est intéressant de voir comment Sylvain Tesson a survécu dans des conditions qui sont quand même difficiles et surtout parce que il aborde tout un tas de thématiques par rapport à la fois à ce mode de vie assez rustique, assez rudimentaire et de l'autre côté la vie que l'on mène tous les jours dans des grandes villes absorbées par le travail, etc., etc. Même si bien sûr Sylvain Tesson pouvait se le permettre parce qu'il vient d'une famille assez aisée, il n'en demeure pas moins que ce sont des questionnements assez intéressant. De plus, si vous aimez les récits de voyage ou des ouvrages comme Walden ou La vie dans les bois de Henri David Thoreau, vous allez aimer Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson parce que c'est une ode à la liberté. Et c'est pareil pour Bérésina. Je vous conseille les deux. Le Mage du Kremlin de Da Empoli. Alors ça, c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui au cours de ces derniers mois, et ce pour 2 raisons. Parce qu'il a eu le prix de l'Académie française, gage de qualité, mais aussi parce que c'est lié à l'actualité. La guerre en Ukraine, forcément. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est le narrateur qui rencontre le Mage du Kremlin, qui est en fait l'éminence grise de Vladimir Poutine. Alors bien entendu, c'est un roman, par conséquent c'est une fiction, mais attention, quand on connaît un peu la Russie, c'est mon cas puisque j'ai rédigé 2 mémoires sur la Russie de Vladimir Poutine, on comprend très vite que Da Empoli a eu accès à certaines informations qui ne sont pas accessibles pour le commun des mortels. Par conséquent, c'est un mélange assez audacieux entre eh bien, le roman, de la fiction, et la réalité. Parce que si le Mage du Kremlin, cette éminence grise, c'est un personnage de fiction, il s'inspire de personnes réelles. Ce qui est passionnant avec le Mage du Kremlin, c'est que en lisant ce roman, en lisant cette fiction, on arrive à comprendre la philosophie politique de Vladimir Poutine et certains de ses positionnements sur des sujets divers et variés, et notamment sur la question de l'Ukraine. Alors bien sûr, il y a à apprendre et à laisser parce qu'il faut savoir discerner la fiction de la réalité, mais quand on connaît un petit peu la Russie, ça ne doit pas normalement poser de problème. Et surtout, c'est très bien écrit. Donc le Mage du Kremlin, je vous le conseille, c'est un très bon roman. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas est écrit en collaboration avec Auguste Maquet. C'est probablement la plus grande et épique histoire de vengeance que j'ai pu lire de toute ma vie. C'est grandiose. Alors qu'est-ce que ça raconte, le Comte de Monte Cristo? Eh bien, on suit les mésaventures d'Edmond Dantès.
C'est un jeune marin qui va avoir une promotion et surtout qui va se fiancer avec la jeune et belle Mercedes. Mais voilà, il y a des individus qui gravitent autour d'Edmond Dantès qui sont des pleutres jaloux et ils vont comploter contre ce dernier. En fait, ils vont faire croire que Edmond Dantès est un bonapartiste, ce qui est très mal vu, surtout pendant la seconde restauration. Il va être arrêté, jeté en prison et là-bas il va faire la rencontre d'un homme, l'abbé Faria, qui va devenir le mentor de Dantès. Et surtout il va lui apprendre quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'il y a sur l'île de Monte Cristo un trésor. L'abbé Faria va mourir, Edmond Dantès va s'évader et récupérer le trésor. Et à partir de ce moment-là, il devient le comte de Monte Cristo. Il change d'identité et il est très riche. Et Edmond Dantès, il va prendre très au sérieux la célèbre citation « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Il va même la manger quasiment congelée. Car le lecteur va prendre un plaisir inouï à voir Edmond Dantès planifier sa vengeance contre ceux qui ont causé sa chute. Mais il va également récompenser ceux qui ont cru en lui et ceux qui étaient là pour Edmond Dantès, même si désormais il est le comte de Monte Cristo. De plus, il y a eu un très bon téléfilm qui est sorti il y a de cela quelques années où Edmond Dantès est joué par Gérard Depardieu. Je vous le conseille, c'est un très bon téléfilm, c'est une bonne adaptation du roman d'Alexandre Dumas. Mais lisez-le, c'est encore mieux. J'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair de René Girard. René Girard, c'était un penseur français qui est au final assez méconnu chez nous, mais qui est par contre très célèbre aux États-Unis ou en Angleterre. Là-bas, on peut trouver très facilement ses ouvrages, ils sont même directement mis en avant dans les librairies. Mais c'est pas le cas du tout chez nous. Toutefois, je sais que Sylvain Durin, le patron de la librairie des Deux Cités, va écrire et publier très prochainement un livre qui vise à expliquer la pensée de René Girard. Ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'il a influencé de nombreux penseurs, notamment Jordan Peterson. Dans cet essai, René Girard essaye d'expliquer pourquoi le christianisme a une singularité toute particulière. Et il analyse en détail les évangiles et le comportement des individus d'aujourd'hui notamment peuvent s'expliquer au regard de certaines idées qui sont véhiculées dans les évangiles. Et c'est pour ça qu'il développe également certaines de ces théories comme le désir mimétique ou bien le bouc émissaire. Alors là, tu pourrais te dire, oui, mais le doc, il faut être croyant pour lire ça. Pas du tout. On peut être très bien athée, croire à une autre religion ou être même chrétien. Dans tous les cas, vous allez apprécier cet essai qui est certes difficile, mais assez court, mais au moins vous allez avoir une introduction parfaite à la pensée de René Girard. Et René Girard arrive parfaitement à démontrer comment les évangiles ont irrigué notre inconscient collectif. C'est un texte passionnant, vous devez le lire, en plus c'est assez court. Boule de Suif de Maupassant. Maupassant, pour moi, c'est l'auteur français le plus sous-coté. Je suis toujours surpris de voir qu'il n'est jamais cité parmi les plus grands auteurs. Alors parfois ça arrive, mais je pense que c'est dû au fait que Maupassant a écrit beaucoup de nouvelles et peut-être qu'à l'époque, les nouvelles s'étaient considérées comme étant moins prestigieux que certains romans, notamment des romans particulièrement longs comme les œuvres de Victor Hugo. Pour tous ceux qui ont lu La Parure, je pense que vous vous souvenez de la fin, parce qu'il y a un rebondissement final complètement inattendu, la chute est juste inoubliable, mais là je vais vous parler de Boule de Suif. Alors concrètement, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, l'histoire prend place pendant la guerre franco-prussienne, nous sommes dans la ville de Rouen, qui est envahie par les Prussiens, et il y a une diligence avec une dizaine de personnes qui décident de quitter la ville. Les 10 personnes qui sont présentes dans cette diligence représentent parfaitement la société française. Il y a des bourgeois, des nobles, des religieux, et il y a Boule de Suif qui est une prostituée très patriote. La diligence va arriver dans une auberge et là, patatras, il y a des soldats prussiens sur place et notamment un officier qui va faire un chantage terrible. Personne ne va quitter l'auberge tant qu'il n'a pas couché avec Boule de Suif. Alors au début, les autres passagers de la diligence sont scandalisés parce que l'officier est un pervers. Mais petit à petit, ils vont faire pression à Boule de Suif pour qu'elle accepte le chantage. Parce qu'après tout, c'est une prostituée, donc pourquoi elle ne coucherait pas avec lui? Mais c'est terrible pour elle parce qu'elle est patriote et en quelque sorte c'est coucher
avec l'ennemi. Boule de Suif en plus c'est un texte très court qui est aujourd'hui libre d'accès, vous pouvez l'avoir gratuitement avec une galerie de personnages très riche. Donc Maupassant et Boule de Suif c'est totalement validé. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Jules Verne, c'est un visionnaire. Dans la plupart de ses romans, il a vu venir certaines technologies alors qu'il a évolué au 19e siècle. Le sous-marin électrique, même s'il y avait déjà des sous-marins à l'époque de Jules Verne, notamment l'USS Alligator, utilisé par les États-Unis, mais c'était pas un sous-marin électrique. Il y a également l'hologramme, la cryogénisation ou bien même encore la capsule spatiale. De ce fait, j'ai un respect immense pour Jules Verne parce qu'il était visionnaire, notamment sur certaines avancées technologiques, au même titre que Philippe K. Dick. Mais pour Philippe K. Dick, c'était quand même plus simple parce qu'il a évolué à une époque où il y avait déjà eu des avancées technologiques majeures. C'était donc plus simple pour lui par rapport à Jules Verne qui a évolué au 19e siècle. Donc bien sûr, il faut lire 20 000 lieues sous les mers, qui est peut-être son plus grand chef-d'œuvre, mais j'affectionne particulièrement Le Tour du monde en 80 jours, où on suit l'histoire de Phileas Fogg, une sorte de gentleman britannique flegmatique qui se lance un défi, il fait un pari, il va réussir à faire le tour du monde en seulement 80 jours. Et pour ça, il va être suivi par Passepartout, qui est son bras droit, c'est pas le nain dans Fort Boyard, et ils vont faire le tour du monde et voir des merveilles et vivre des aventures extraordinaires. La chute du tour du monde en 80 jours est particulièrement intéressante parce que Jules Verne utilise la même pirouette qu'avait auparavant utilisé Edgar Allan Poe dans l'une de ses nouvelles. Mais je ne vais pas vous en dire plus car ça serait vous divulgacher. Surtout, ce qui est très intéressant avec le tour du monde en 80 jours, c'est que Jules Verne nous montre que c'est à partir de cette époque-là, fin 19e, qu'il y a eu une abolition de la distance par le biais de certaines avancées technologiques en lien avec les transports. En quelque sorte, c'est le début du village global et du moment où on pouvait se rendre à tel ou tel endroit beaucoup plus facilement, avec une abolition de la distance. L'Assommoir d'Émile Zola. Émile Zola, il est l'auteur de la saga des Rougon-Macquart, c'est en tout, il me semble, 20 romans qui suit les aventures d'une famille qui évolue à l'époque du Second Empire. Et donc, chaque roman traite d'un thème en particulier et l'Assommoir, c'est celui de l'alcoolisme. Et quand on lit l'Assommoir, on comprend pourquoi Émile Zola était un journaliste, parce qu'il arrive parfaitement à recréer des ambiances. Il a dû directement se rendre sur place, dans les bas-fonds de Paris, pour voir des individus qui, malheureusement, souffraient de la misère et de l'alcoolisme. De plus, dans l'Assommoir, il y a des passages qui sont extrêmement intéressants où Émile Zola détaille avec précision le délirium tremens. Le délirium tremens, c'est quand un alcoolique va se sevrer par rapport à l'alcool, il va avoir des hallucinations extrêmement violentes qui peuvent entraîner parfois des crises de panique ou même des crises d'épilepsie et donc la mort. C'est-à-dire que le sevrage à l'alcool est le seul qui peut tuer. Et on voit que Émile Zola a dû faire un travail de recherche particulièrement approfondi, qu'il a dû écouter des témoignages parce que c'est bluffant à quel point il est dans le vrai dans la description du délirium tremens. C'est presque une description médicale, tellement c'est précis. De plus, c'est là qu'on voit le talent d'Émile Zola parce que l'Assommoir, c'est bien plus qu'un roman, c'est quasiment une étude sociologique. C'est-à-dire que Émile Zola a parfaitement sondé et compris l'époque dans laquelle il a évolué. Et donc, ce sont des témoignages très intéressants pour nous aujourd'hui. C'est quasiment de l'ordre de l'historique. La crise de l'esprit de Paul Valéry. Paul Valéry, c'est un auteur qui, là encore, est beaucoup trop sous-évalué, qui n'est jamais véritablement cité, et c'est dramatique. D'ailleurs, son nom a été donné à l'une des pires facs de France, la fac Paul Valéry, c'est terrible, c'est un affront pour ce monsieur. Et la crise de l'esprit, c'est un texte qu'il a rédigé au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le texte est très connu parce qu'il commence avec une célèbre citation qui est à peu près la suivante. Nous autres civilisations savons que désormais nous sommes mortels. Donc en fait, tout au long de la crise de l'esprit, Paul Valéry se pose une question, est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à la décadence de la civilisation occidentale? Surtout dans ce texte, Paul Valéry rappelle quelque chose que l'on a tendance à oublier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fin de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire est cyclique et que notre civilisation peut disparaître, au même titre que d'autres civilisations antiques qui sont aujourd'hui dans des livres d'histoire, mais qui pourtant à l'époque se croyaient
éternelle. Et bien là, c'est pareil, donc il faut faire attention, surtout avec désormais l'industrialisation de la guerre. Michel Houellebecq, alors là vous êtes en train de vous dire, mais putain le doc, c'est pas le nom d'un roman, tu nous dis carrément le nom d'un auteur. Et oui, parce que je pars du principe qu'en réalité, la plupart des romans de Michel Houellebecq sont très intéressant. Je comprends qu'il y a beaucoup d'individus qui n'aiment pas Michel Houellebecq, et ce pour plusieurs raisons, parce que sa personnalité est un petit peu étrange, mais aussi parce que pour certains il n'a pas de vrai style littéraire, ce qui est vrai d'ailleurs, il n'y a pas de style Houellebecqien à proprement parler, il fait des phrases sujet, verbe, complément, et c'est pas comme Balzac où il va par exemple écrire 8 pages pour décrire une chaise, mais il n'en demeure pas moins que j'affectionne particulièrement Michel Houellebecq, parce que pour moi il fait partie de ces auteurs contemporains comme Bret Easton Ellis ou Chuck Palahniuk qui ont parfaitement compris certains malaises qui sont aujourd'hui omniprésents dans nos sociétés occidentales modernes. Et surtout, Michel Houellebecq a vu venir certains phénomènes de société que l'on connaît aujourd'hui et qui posent un certain nombre de problèmes dans la société française. C'est-à-dire qu'il a parfaitement compris certaines névroses de la société française moderne. Par exemple, dans Extension du domaine de la lutte, c'est la question de la misère sexuelle. Dans Sérotonine, c'est le mouvement des gilets jaunes. Dans Soumission, vous savez très bien ce que c'est, je ne peux pas en parler directement, mais il y a également dans Anéantir la question de la décadence de la France ou même la problématique de l'euthanasie. Mais je vous conseille de lire au moins un roman de Michel Houellebecq, celui que vous voulez. Les liaisons dangereuses de Laclos. Alors c'est un roman dit épistolaire, c'est-à-dire qu'il y a des échanges de lettres, bien sûr ce sont des lettres fictives, entre deux nobles libertins. On a la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont. Ces derniers, ils vont réaliser des petits jeux pervers avec des personnes qui sont autour d'eux. Ils vont les manipuler afin d'arriver à leur fin à des objectifs déterminés. Ce qui est intéressant, c'est que tout au long du roman, il y a donc cet échange de lettres et on voit la personnalité des personnages et surtout leur évolution. Parce que vous comprenez bien que ce petit jeu pervers, certes, ça a des répercussions directes sur le réel et sur les individus autour d'eux, mais surtout sur nos protagonistes eux-mêmes, qui vont connaître bien entendu une chute. Ce qui est très intéressant dans les liaisons dangereuses, c'est que Laclos écrit avec une très grande précision et on comprend bien qu'il a dû entendre certaines histoires puisqu'il a évolué dans un contexte similaire, dans un environnement social proche de celui des personnages et à mon avis il a entendu des histoires assez similaires qu'il a ensuite distillées dans son œuvre. C'est pour ça que dans les liaisons dangereuses il y a une très grande précision. On a même l'impression que tout ce qui s'est déroulé à l'intérieur du récit, ça aurait pu être possible. Ça a réellement existé tant c'est précis et véridique. Ou du moins ça semble être véridique. Car l'histoire de Laclos, elle est plausible. Et d'ailleurs, on pourrait presque dire que les liaisons dangereuses, c'est quasiment un roman psychologique en plus d'être un roman épistolaire. Le Hussard bleu de Roger Nimier. Roger Nimier, c'est un auteur français qui est assez méconnu, notamment chez les conservateurs, ce qui est assez étonnant parce que c'était plutôt un auteur orienté à droite. Il a écrit 2 romans très connus, Les épées et Le Hussard bleu. Mais malheureusement, il est mort très jeune à la suite d'un accident de la route. Le Hussard bleu, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, il s'agit de l'histoire d'un régiment de hussards à la fin de la Seconde Guerre mondiale pendant la campagne d'Allemagne. Donc c'est un récit de guerre, il y a notamment eh bien forcément le thème de la guerre qui est central, la condition des soldats, leur mode de vie, leurs relations directement entre eux, entre les plus forts et ceux qui sont considérés comme étant les plus faibles. Il y a également la relation entre le vaincu et le vainqueur, mais aussi la question de l'alcoolisme. Il y a des personnages particulièrement intéressants comme Sanders, c'est l'archétype du soldat français courageux, très fort, avec beaucoup de charisme, mais qui cache quand même une grande sensibilité. Ne soyez pas surpris quand vous allez lire le Hussard bleu parce que à chaque chapitre, il y a un changement de narrateur et s'accompagne de ce changement-là des styles d'écriture différents. Donc le Hussard bleu de Roger Nimier, c'est un classique, il faut le lire et malheureusement il est peu connu. Oro de Sizia Ziké, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça et je m'excuse par avance, mais lui clairement il a eu la chance d'avoir 1000 vies au cours de son existence. Il a été légionnaire, propriétaire d'un restaurant,
orpailleur, mais également joueur invétéré. Sizia Zike, en fait, il a écrit une trilogie autobiographique. Il y a Oro, c'est le premier volet. Il y a ensuite Sahara et le dernier, c'est Parodie. Et il raconte toute une partie de sa vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y va sans langue de bois, ça peut être très cru, très choquant, tout est véridique. Alors même si certains affirment que tel ou tel épisode ne sont pas réels, mais au final c'est pas grave parce que il en ressort quelque chose à la fois de grandiose mais aussi de pathétique. Et je vous conseille cette lecture parce que même si Sizia Zike n'était peut-être pas un homme très fréquentable, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à une espèce en voie de disparition, c'est-à-dire des individus qui ont eu des vies très riches, très mouvementées, en menant plusieurs existences au cours de leur vie. Donc c'est pour ça que vous devez lire Oro, et forcément les autres ouvrages, Sahara et Parodie, parce que vous allez vivre des aventures extraordinaires et surtout très drôles, même si bien entendu il y a des passages très glauques, voire très violents. Mais bon, c'est ce qu'on aime, donc je vous conseille Sizia Zike, Oro et la trilogie sur sa vie. Les poneys sauvages de Michel Déon. Alors ce livre, je l'avais acheté à Sorams à Montpellier, et au début, je vais vous dire, j'avais pas vraiment envie de l'acheter parce que quand j'ai vu le titre Les poneys sauvages, il faut le dire clairement, ça me donnait pas du tout envie. Et pourtant, j'ai bien fait de l'acheter parce que c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Alors qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, il s'agit de l'histoire de 5 jeunes. Il y a, je crois, 4 Anglais et 1 Français qui font leurs études à l'université de Cambridge. Et ces individus-là vont créer un lien d'amitié et de fidélité très fort. Ils vont devenir écrivains, poètes, certains vont même devenir agents secrets, et ils vont évoluer dans un contexte bien précis, celui de la Seconde Guerre mondiale et ensuite de la guerre froide. Donc dans les poneys sauvages, on retrouve cette logique de la petite histoire dans la grande histoire. Ces individus, ces 5 amis, sont liés par la fidélité, par l'amitié, et ils vont évoluer dans une époque extraordinaire, la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, et malgré tout, malgré des divergences, malgré de la concurrence, etc., ils vont rester systématiquement amis malgré les épreuves de leur époque. Et c'est marrant que je vous parle des poneys sauvages juste après Oro de Zike parce qu'en fait ça répond à la même forme de logique, c'est-à-dire des individus en voie de disparition. Dans les poneys sauvages, ce sont plutôt des gentlemen de notre temps qui ne vivent que d'aventures dans des contextes qui sont extraordinaires, c'est-à-dire qu'il y a une dichotomie intéressante, c'est qu'ils vivent des aventures juste hors normes dans une époque qu'il était tout autant. Et Zike, c'était à peu près la même chose, même si au niveau de la morale, on n'est pas sur les mêmes idées, on n'est pas sur les mêmes conceptions de bien ou de mal. C'est ça que j'ai aimé dans les poneys sauvages, de voir cette amitié évoluer au fur et à mesure d'une époque particulièrement mouvementée, avec ce dénominateur commun qui reste toujours le même, la fidélité de l'amitié. Un roi sans divertissement de Jean Giono. Alors ça, c'est un texte qui a été conseillé par le Hussard sur sa chaîne YouTube, et je le salue au passage. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est le capitaine de gendarmerie Langlois qui est envoyé dans un trou paumé au cours du 19e pour enquêter sur un tueur en série. Je vous en dis pas plus parce que, en fait, la partie enquête par rapport au tueur en série, c'est qu'une partie du roman qui est divisée, il me semble, en 3 différentes parties avec des moments bien précis de la vie du capitaine Langlois, et surtout on retrouve la même logique de narration que dans le Hussard bleu de Roger Nimier. C'est-à-dire que les narrateurs changent et ce n'est jamais Langlois. Ce sont les gens autour de lui qui commandent ses actions et qui le voient faire. Mais ce n'est pas Langlois qui est le narrateur de cette histoire. Je vous conseille Un roi sans divertissement. Il y a tout un tas de thématiques à l'intérieur, notamment notre rapport à la nature, mais aussi l'absurdité de la violence. Le rouge et le noir de Stendhal. Alors, soit les gens adorent, soit ils détestent, parce que beaucoup trouvent que c'est ennuyeux. C'est quand même pas comme Madame Bovary, qui est vraiment un texte
très rasoir, mais moi je vous conseille Le Rouge et le Noir de Stendhal parce que ça traite de tout un tas de thématiques, la séduction, le rapport au succès, à l'ambition, et surtout moi-même j'entretiens un rapport particulier avec ce texte dans la mesure où je m'appelle Julien, et c'est parce que ma mère a décidé de m'appeler comme ça après avoir lu ce dit roman. Alors qu'est-ce que ça raconte Le Rouge et le Noir? Eh bien on suit les aventures de Julien Sorel, qui est un jeune homme issu de la province, très intelligent et séducteur, et il va utiliser ces deux capacités-là pour monter dans la hiérarchie sociale. Le problème, c'est que Julien Sorel, il va être à l'image d'Icare, et en voulant voler trop proche du soleil, il va se brûler les ailes. Je vous en dis pas plus, lisez-le ou redonnez-lui sa chance si vous avez déjà essayé de le lire par le passé. Watchmen d'Alan Moore, c'est en quelque sorte l'ovni de cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un roman graphique, autrement appelé bande dessinée ou comics, mais pour le coup ça mérite vraiment son appellation de roman graphique parce que l'histoire et la qualité de Watchmen est bien supérieure à la plupart des romans que l'on retrouve aujourd'hui en librairie. Qu'est-ce que ça raconte? L'histoire prend place en 1985 aux États-Unis dans une réalité alternative, c'est une uchronie où le président à ce moment-là des États-Unis c'est Richard Nixon, il n'y a pas eu le scandale du Watergate et les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam. Comment ils ont gagné ce conflit avec l'aide du docteur Manhattan? C'était un chercheur qui a subi une expérience au cours des années 60 et qui est devenu l'équivalent d'un dieu. Autour de lui, il y avait donc les Watchmen qui sont une équipe de super-héros et malheureusement ces derniers ont été dissous par le gouvernement à la suite de la grève de la police, il me semble, au cours des années 70-80 dans l'histoire de Watchmen. Et donc l'histoire prend place en 1985 lorsque le comédien, un ancien de l'équipe des Watchmen, est retrouvé assassiné en bas de son immeuble. Et c'est Rorschach, je ne sais jamais si ça se prononce comme ça, qui va mener l'enquête. Lui, c'est un peu l'outsider des Watchmen et il comprend très bien que c'est pas simplement un assassinat comme ça et que ça cache un complot d'envergure. Watchmen, ça traite de tout un tas de problématiques, notre rapport à l'État, l'État démocratique qui peut mener des actions qui sont à l'image des États autoritaires, la notion de bien et de mal, mais également la question de savoir s'il vaut mieux une vérité dérangeante ou un mensonge édulcoré. Ce que j'aime avec Watchmen, c'est que ça m'a réconcilié avec le genre des super-héros, parce que c'est un genre qui est aujourd'hui surexploité, notamment au cinéma avec Marvel, etc. Mais je peux vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Watchmen, d'autant plus qu'il y a quand même 450 pages, voire plus, donc vous allez en avoir pour votre argent, et c'est une histoire très intéressante, avec des complots, etc., des rebondissements, et surtout c'est très bien dessiné. Gomorra de Roberto Saviano. Saviano, c'était un journaliste italien qui a beaucoup travaillé sur la Camorra, qui est la mafia napolitaine, et il a démontré dans son roman, alors c'est un roman mais qui a plutôt des allures d'enquête, comment il y avait des liens avec à la fois la Camorra mais également le monde politique et le monde de la finance. Saviano, il montre donc à quel point la Camorra a aujourd'hui pignon sur rue en Italie et a également des business un petit peu partout sur la planète. Ce qui est terrible, c'est que le texte a été adapté en série qui a eu beaucoup de succès en Italie et dans le reste du monde, et ça a créé un phénomène de société particulièrement inquiétant à Naples avec ce qu'on appelle des baby mafias. Des jeunes hommes qui décident de faire comme dans Gomorra parce qu'ils s'inspirent de la série. Et notre ami Roberto, il vit aujourd'hui sous protection policière parce que il risque de se faire assassiner par la mafia puisque sa tête est mise à prix. Forcément, tu parles pas de la Camorra comme ça sans qu'il y ait des répercussions. Les Promesses de l'Aube de Romain Gary, c'est un très beau roman qui était considéré comme autobiographique, mais Romain Gary a expliqué plusieurs fois que c'était pas vraiment le cas parce qu'il y a beaucoup de passages qui sont romancés, mais c'est surtout un roman qui traite du lien très fort entre un fils et sa mère. Parce que la mère de Romain Gary croyait en lui, elle s'est sacrifiée pour lui, elle savait que son fils allait devenir quelqu'un, ce qui fut le cas puisqu'il fut résistant, diplomate, écrivain, etc. La carrière qu'on lui connaît, et c'est particulièrement touchant. Car pour moi, ce roman, c'est la meilleure démonstration de l'amour d'une mère envers son fils. Et je vous le conseille parce que
c'est très émouvant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Romain Gary avait voulu affronter en duel au pistolet Clint Eastwood parce que Clint Eastwood avait eu des relations avec la copine de Romain Gary et justement il avait provoqué un duel. Romain Gary était venu sur place mais Clint Eastwood n'était pas là. Les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal qui est un auteur québécois. Alors là par contre c'est un roman où il faut s'accrocher parce que les thématiques sont très glauque, c'est très violent. Alors qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est l'histoire de Bruno Hamel, qui est un chirurgien. Il vit paisiblement avec sa femme et sa fille Jasmine. Et un jour, sa fille Jasmine est assassinée très brutalement par un tueur en série qui s'appelle Le Monstre. Le problème, c'est que ce dernier ne va pas être condamné et Bruno Hamel décide d'enlever Anthony Lemaire, qui est le véritable nom de ce prédateur, de l'emmener dans un chalet loin de la société et de le torturer pendant 7 jours. Alors bien sûr, les policiers enquêtent sur Bruno Hamel pour le retrouver et pour l'arrêter et pour empêcher qu'il tue Anthony Lemaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des divisions au sein de la police parce que certains veulent retrouver Bruno Hamel et d'autres sont de son côté parce qu'ils partent du principe qu'il n'y a pas de justice et que c'est un père qui veut faire justice lui-même et c'est plutôt une bonne chose. Et il y a des policiers qui mettent des bâtons dans les roues dans l'enquête. Donc c'est un roman qui traite de tout un tas de thématiques et surtout qui a une résonance particulière à une époque où la justice est de plus en plus laxiste. Donc se pose la question de la vengeance privée et forcément quand on lit les 7 jours du Talion, on peut avoir bien entendu une forme de compréhension par rapport à ce père de famille parce que je ne vais pas rentrer dans les détails mais le crime qui a été commis envers sa fille est particulièrement abject. Le procès de Kafka. Alors il faut savoir que Kafka, avant qu'il meure, il avait demandé à Max Brod, qui était l'un de ses amis, de brûler tous les textes qui n'ont pas été publiés. Heureusement, Max Brod a refusé cela et il ne l'a pas fait à la suite de la mort de Kafka et c'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui le procès entre les mains. Alors qu'est-ce que ça raconte le procès? C'est l'histoire de Joseph K qui va être arrêté du jour au lendemain, mais la grande problématique qui est au cœur du roman, c'est qu'on ne lui explique jamais pourquoi il est arrêté. On l'accuse de quoi? Il ne le sait pas lui-même. Et les gens autour de lui ne lui apportent jamais aucune réponse, et ce, jusqu'à la fin du roman, qui d'ailleurs est très sombre de A à Z. Et c'est de là que sort l'adjectif kafkaïen, parce que c'est une situation complètement absurde et anxiogène, car Joseph K n'a jamais la réponse à cette question. Pourquoi il a été arrêté? De quoi il est accusé concrètement? Et c'est terrible. Et ce qui est très fort dans le procès, c'est que nous-mêmes, on se sent investi dans l'histoire de Joseph K parce qu'on ne comprend pas pourquoi il est accusé. On finit même par croire que lui-même nous cache quelque chose. Mais on voit que tous les personnages qui gravitent autour de lui ne lui apportent jamais aucune réponse jusqu'à l'issue du roman qui est terrible, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. It 2 de Michael Mann. Alors là, les plus cinéphiles d'entre vous, vous savez ce que c'est que It premier du nom. Il s'agit d'un film de Michael Mann avec Robert De Niro qui joue le rôle d'un braqueur de banque et de fourgon qui doit affronter un policier désabusé joué par Al Pacino. C'est la rencontre de deux monstres sacrés du cinéma américain. C'est un film culte et beaucoup le considèrent comme le meilleur polar jamais filmé. Et là, Michael Mann a décidé d'écrire une suite à cette histoire dans une forme de roman. Alors je sais que ça se fait de plus en plus, puisque par exemple Tarantino a réécrit son script de Once Upon a Time in Hollywood, mais c'est pas vraiment une suite, il réécrit juste l'histoire qu'il a déjà dévoilée dans le film, mais là c'est une véritable suite à l'histoire de It, premier du nom, puisque l'histoire de It 2 prend place à la fin du film. C'est très bien écrit et on voit surtout que Michael Mann a pris le temps. C'est quasiment un roman cinématographique. C'est assez unique comme lecture et je vous conseille de lire It 2, surtout si vous avez vu le film et que vous l'avez apprécié. Et si vous voulez lire le livre, déjà regardez le film et ensuite achetez-le et vous allez vous régaler. C'est simple, c'est le meilleur polar que j'ai lu depuis bien longtemps. Depuis au moins Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. C'est vous dire, ça remonte à déjà un petit moment. Si It 2 est adapté en film, je peux vous dire que ça va être un triomphe, surtout s'il est aussi exigeant qu'avec le premier film
qui était déjà culte, avec la scène notamment de la fusillade après le braquage, qui est juste impressionnante. Quand vous la voyez au cinéma, vous avez plus de tympan à la fin. Gagner la guerre de Jean-Philippe Jarowski. Alors ça, c'est un roman de fantasy français que j'ai découvert pour la première fois grâce à Modem Alain, et je le salue au passage. Alors ça prend place dans le Vieux Royaume, c'est un monde de fantasy où il règne la magie, et on va suivre un mercenaire du nom de Benvenuto. C'est une vraie salope, il faut le dire clairement. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, mais il ne le mérite pas. Et c'est un personnage qui est très complexe parce que d'un côté, il est odieux, il est dangereux, c'est un assassin, il est animé que par des bas instincts. Mais de l'autre côté, on s'attache à lui parce qu'il est assez charismatique, il a le sens de la formule et surtout c'est un bon combattant. Et Benvenuto, c'est une sorte de pion dans un jeu politique puisque dans le Vieux Royaume, il y a une guerre entre deux États et Benvenuto doit mener un certain nombre de missions pour tout simplement gagner la guerre, pour faire pencher le conflit du côté de ses employeurs. Je ne vais pas vous en dire plus parce que déjà à la fin du premier chapitre, il y a un rebondissement qui est complètement inattendu. Et forcément, Benvenuto va vivre des aventures extraordinaires tout au long de gagner la guerre. D'autant plus que c'est très bien écrit et surtout l'univers paraît plausible même si ça reste de la fantasy. Parce que parfois on a l'impression de lire Machiavel. D'ailleurs, au début de chaque chapitre, il y a des citations d'auteurs célèbres comme Machiavel. Il me semble qu'il y a également des citations de Napoléon. Bref, on a l'impression de lire un Robert Greene. La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dickers. Tout à l'heure, je vous disais que le dernier meilleur polar que j'avais lu, c'était Hit 2 et Millennium 1, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Mais en réalité, j'ai oublié de vous parler de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Je l'ai tout simplement dévoré. Je l'ai acheté un matin et je l'ai fini en une seule journée, tellement j'ai adoré, j'enchaînais les pages sans aucun problème, alors que pourtant c'est un pavé de 600-700 pages. Le roman débute en août 1975, lorsqu'une jeune fille de 15 ans du nom de Nola Kellinger, je crois que c'est à peu près son nom, est assassinée. On ne sait pas qui l'a tuée et l'enquête est très vite classée parce qu'il n'y a aucune preuve sur les lieux du crime. Il y a ensuite une ellipse, on se retrouve en 2008 avec le personnage de Marcus Goldman. C'est un jeune écrivain qui a écrit un best-seller, ça a cartonné, mais voilà, son éditeur lui fout la pression pour écrire un nouveau roman. Mais il a le syndrome de la page blanche. Face à cette situation, il décide de contacter son ami et mentor Harry Kéber, qui a été son professeur à l'université et qui lui aussi a écrit un best-seller quand il était plus jeune. Ils se retrouvent, ils discutent et Harry Kéber lui donne une série de conseils et Marcus rentre à New York pour écrire son nouveau roman. Mais voilà, patatras, il reçoit un appel et il apprend que Harry Kéber a été arrêté parce qu'il est soupçonné d'être l'assassin de la jeune Nola. Marcus va donc se rendre dans la ville d'Aurora pour enquêter sur cette affaire et sauver son ami Harry Kéber. C'est vraiment l'un des meilleurs polars que j'ai lu. À chaque fin de chapitre, il y a un rebondissement qui vous pousse à aller plus loin. Il y a des rebondissements tout au long de l'œuvre. La fin est un peu décevante parce que malheureusement, comme dans toute enquête digne de ce nom, on est tellement pris dans le mystère qu'à la fin, même s'il y a une forme de logique et même si on est surpris par la découverte du responsable, il n'en demeure pas moins que, eh bien, le simple fait de savoir qui c'est toujours dommage. La grande force, par exemple, de True Detective, c'est qu'à la fin de la saison 1, il se trouve l'un des responsables, mais pas tout le monde. Donc, il y a une part de mystère qui est maintenue. Même si, petit bémol, il y a également une relation que j'ai trouvée très malsaine dans le roman. Je ne vais pas la divulgacher ici, mais ceux qui l'ont lu, je pense que vous comprenez aisément de quoi je parle. L'attrape-cœur de J.D. Salinger. Donc ça, c'est un roman qui a fait beaucoup polémique parce qu'il a été retrouvé dans les affaires de John Hinckley qui a tenté d'assassiner Ronald Reagan, mais aussi dans les affaires de l'assassin de John Lennon. Donc c'est un livre qui a été interdit pendant un moment
aux États-Unis. Alors qu'est-ce que ça raconte concrètement? Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune adolescent de 17 ans qui a été exclu de son lycée quelques jours avant les vacances de Noël et qui va errer dans les rues de New York dans la solitude et la mélancolie. J'ai oublié le nom du personnage principal, mais il est particulièrement touchant parce qu'on comprend qu'il a toujours été mis de côté, toujours considéré comme quelqu'un de bizarre, et surtout l'attrape-cœur traite d'un thème qui est aujourd'hui omniprésent dans nos sociétés occidentales modernes, c'est la question de la solitude. Ce qui est très fort, c'est qu'on a l'impression tout au long du roman que le narrateur nous parle directement, puisqu'il utilise vous, mais on comprend à la fin du roman qu'en fait il s'adresse à des personnes déterminées. Par contre, c'est un roman qui fout le cafard. Pour vous donner une idée, le narrateur, le jeune homme, décide à un moment de se payer une prostituée. Il n'a pas de relation sexuelle avec elle, il veut juste lui parler parce qu'il se sent seul. Il la paye et plus tard dans la soirée, elle revient parce que elle lui dit qu'il manque quelques dollars et il se fait frapper par le proxénète. C'est vous dire à quel point ce jeune-là, dans l'attrape-cœur, il a une vie misérable. Enfin, ultime référence de cette liste, Moby Dick de Herman Melville. Vous connaissez tous l'histoire de Moby Dick. C'est Ismaël qui est un jeune homme orphelin qui décide de travailler sur le baleinier du capitaine Ahab, le capitaine Ahab qui nourrit une haine immense à l'encontre de Moby Dick, une baleine qui est juste énorme, très violente, puisque cette dernière lui a arraché la jambe il y a de cela quelques années. Et donc le capitaine Ahab veut sa vengeance sur Moby Dick et il est complètement obsédé par cette baleine. Herman Melville s'est inspiré de certains faits réels pour écrire Moby Dick, mais il y a quand même une lecture symbolique tout au long de Moby Dick, avec donc des archétypes qui reviennent systématiquement, et forcément c'est la confrontation entre l'homme et la nature, et on peut dire que sur certains aspects, Moby Dick ressemble au Vieil homme et la mer d'Hemingway, même si Moby Dick a une dimension plus épique, vu que c'est un roman beaucoup plus long et beaucoup moins épuré que Le Vieil homme et la mer d'Hemingway. C'est aussi un roman qui traite de l'obsession qui peut nous emmener jusqu'à notre propre perte. Donc je vous conseille Moby Dick de Herman Melville, et d'ailleurs pour la petite anecdote, Melville c'est l'ancêtre du compositeur Moby qui a notamment composé la musique de fin de Hit, premier du nom le film, donc vous voyez que tout est plus ou moins lié. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et à partager, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc, ciao les barons.